Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un que les réseaux sociaux nous ont permis d'être en lien pour cette interview. Bonjour Magali. Bonjour, bonjour tout le monde et bonjour. Bonjour. L'intention de ces interviews depuis presque un an, c'est d'inspirer et de rassurer les femmes, mais aussi les hommes, puisque je sais qu'il y a des hommes qui les regardent, pour se dire est-ce que je peux oser quitter le salariat, oser entreprendre et accepter les obstacles que ces femmes nous exposent. Et elles nous disent souvent, voilà, les difficultés émotionnelles que ça peut générer, comportementales, peut-être en termes de logistique, en termes familial, et des trucs et astuces nous sont donnés, des stratégies, ou peut-être des fois juste une sorte de lâcher prise et beaucoup d'humour pour laisser passer ces obstacles. Donc Magali, elle est révélatrice de potentiel et elle permet aussi aux gens d'oser marquer leur différence. Je trouve ça génial parce qu'on parle beaucoup des HP, les hauts potentiels, et Magali, par son parcours, sait qu'elle l'est, que sa fille l'est. Elle m'a confié et elle accompagne depuis 10 ans, si je me rappelle bien Magali, ces hauts potentiels avec toute sa personnalité, tous ses outils. Alors, elle est en formation permanente, un peu comme tous les coachs, Ah, mais c'est ça qui fait partie de notre développement personnel. Et surtout, son principal outil, c'est la Gestalt thérapie. Donc, j'espère elle va nous parler parce qu'on le connaît sous le nom. Beaucoup de personnes le connaissent sous le nom, mais pas forcément le fondement. Et la manière dont tu m'as mm, présenté, en termes plutôt de savoir-être, me parle beaucoup. Donc, Magali, mm. est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire trop brièvement et puis nous dire tes actualités, tes activités? Ok. Alors, par quoi je vais commencer? Écoute, je crois que c'est l'entrepreneuriat qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Alors, je vais commencer par dire que je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans. Bon, ça fait 31 ans que je me suis lancée dans le bain. J'ai été salariée quelques années, puis très vite, je crois que c'est le besoin de liberté qui m'a poussée à ça. Il y a eu un concours de circonstances aussi, hein, les choses se sont faites comme ça. Je travaillais dans la partie commerciale, le marketing, j'ai été responsable d'agence, j'avais une vie intéressante, passionnante, avec plein de choses, mais à un moment donné, il y a eu des changements et j'ai donc mis le pied à l'étrier et je suis partie dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une entreprise que j'ai gardée pendant 8 ans où j'ai eu donc des salariés et j'ai adoré cette expérience de management. C'était vraiment passionnant. Donc, j'avais ce qu'on appelle aujourd'hui un call center, hein. Je faisais du marketing direct. Je travaillais pour de grands groupes et je faisais à la fois de la formation. Je formais des équipes à la qualité de la relation client, la qualité de la relation commerciale, la qualité de la relation téléphonique. Et j'avais des équipes qui réalisaient des missions pour ces clients-là. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. C'était super parce que plein d'activités différentes. On travaillait dans des milieux très différents les uns des autres. Et puis, encore des concours de circonstances qui ont fait que, à un moment donné, eh bien, j'ai revu la façon dont j'allais faire évoluer mon activité. J'ai croisé la Gestalt thérapie, notamment, effectivement, qui m'a permis de travailler sur moi. C'est quelque chose qui a été proposé en groupe pour des chefs d'entreprise. C'est comme ça que j'ai connu cet outil, ou en tout cas cette façon de penser la vie, je le dirais comme ça. Et à partir de là, eh bien, j'ai eu envie de me former, mais j'avais prévu de faire ça pour développer de nouvelles formations en entreprise. Et finalement, je suis devenue Gestalt thérapeute. Tout simplement parce que ça m'a plu et que je faisais en parallèle une formation en sophrologie, parce que ça m'aidait aussi à accompagner les gens par rapport à la gestion du stress. Et puis tout ça réuni, eh bien, j'ai eu envie d'accompagner des individus puisque les individus venaient jusqu'à moi. Alors à l'époque, on appelait ça aussi coaching quand je pouvais le faire dans l'entreprise. Hein, ça a évolué, mais c'est pas forcément le nom que j'ai retenu. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'est la casquette que j'avais aussi. Donc tu vois, ça a été vraiment une succession d'apprentissages qui m'ont conduit à ça. Et puis donc, j'ai décidé d'arrêter le format en société pour continuer toute seule et faire donc de la formation en entreprise et de l'accompagnement individuel en cabinet. Donc, j'ai gardé ces deux casquettes pendant de nombreuses années et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, sauf que depuis, j'ai unifié tout ça. Alors, pour compléter ma présentation, je dirais que depuis donc 20 et quelques années, je suis Gestalt thérapeute. Je travaille donc en libéral et j'ai une partie de mon activité qui me pousse à accompagner les individus qui veulent s'épanouir, tant dans le domaine personnel que professionnel. Et j'interviens aussi en entreprise pour accompagner des équipes dans tout ce qui est lié au relationnel, à la qualité relationnelle.
Et ce que je dois ajouter là-dessus, et vous allez comprendre pourquoi j'ai un parcours qui est aussi dense, c'est ce qu'on me renvoie souvent, j'ai découvert le haut potentiel intellectuel sur ma route par, comme tu le disais tout à l'heure, par ma fille qui a été identifiée à haut potentiel. J'ai compris que j'étais concernée aussi et j'en ai eu la confirmation. Et là, eh bien, je me suis passionnée pour le sujet, je me suis informée de mon mieux, je me suis formée et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des profils à haut potentiel. Et ça, c'était donc il y a une dizaine d'années, donc ça fait 10 ans que c'est vraiment l'essentiel de mon activité. J'accompagne donc ces profils atypiques et donc soit pour des personnes qui viennent me voir pour des particuliers, dans des groupes ou en individuel, et aussi pour les professionnels, les coachs, les thérapeutes, les professionnels de santé, les managers, les professionnels des ressources humaines, les enseignants aussi, qui veulent se former à l'accompagnement de ces profils atypiques, hein, tous ceux qu'on appelle les multipotentiels, les zèbres, les HPI, on sait qu'il y a une terminologie qui est très très large. La Et douance. voilà, la douance, voilà, j'ai oublié, tu as raison, les surdoués, Ouais. les Les surdoués. phylocognitifs, D'accord. les caméléons, enfin tu vois, c'est D'accord. Ah, large, hein. d'accord. Philo-cognitif, je connaissais pas. Je connaissais Ah oui, pas. Ouais. c'est très intéressant. C'est Fanny Nussbaum qui a écrit un livre il y a quelques années et qui a donc donné ce titre-là, les phylocognitifs. C'est une approche intéressante aussi. D'accord. Voilà, c'était un petit peu long, mais on comprend pourquoi, parce que C'est très avec intéressant. Moi, j'ai l'impression que finalement, tu as quitté le salariat en 2 temps. D'abord, tu as quitté le poste, la posture de salarié, puis tu es quand ouais. même retourné dans le salariat, puisque toi, tu as eu des salariés, mais tu étais chef d'entreprise. Et puis là, tu as totalement quitté l'entrepreneuriat dans le sens structurel, puisque tu es Mhm. profession libérale, mais par contre, tu vas dans les entreprises. Voilà, je vais dans les entreprises et puis j'ai quand même depuis quelque temps maintenant une équipe de personnes à qui je délègue certaines tâches parce que je me suis vite rendu compte que avec l'évolution des réseaux sociaux, je ne pouvais pas m'occuper de tout. Donc j'ai une équipe qui me seconde et ça c'est chouette. D'accord. Est-ce que tu savais que tu devais être entrepreneuse? Écoute, au départ, franchement, non. Je t'avoue que quand j'étais jeune, mon rêve, tiens, je le dis pas à tout le monde ça, c'était de devenir bergère. Excellent, c'est vrai? Ah oui, mais Dans bon, une j'ai, zone, géographique déterminée ou juste le métier? écoute, oui, je crois que je rêvais de l'Aveyron et de la Lozère. La Lozère, c'est vraiment ma terre de cœur, hein. Je vis à Montpellier, mais je vais D'accord, souvent là-bas. C'est vraiment ma terre de cœur. Donc, je crois que c'est pas très loin de chez toi, d'ailleurs. ouais. Je suis du côté de Saint-Chély-d'Apcher, tu vois. D'accord, Et en fait, oui, quand j'étais ado, je voulais devenir bergère. J'ai eu ce grand rêve. Après, j'ai eu l'envie de devenir attachée de presse. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais je pense que d'accord. c'était quelque chose qui me conviendrait et qui m'aurait convenu. Et puis, les choses ont fait que je voulais être psychologue, mais mes parents m'ont dit non, non, la fac, c'est pas pour toi. Je crois qu'ils avaient raison parce que c'était pas assez cadrant pour moi hein, par rapport au profil que j'ai. À l'époque, je ne le savais pas, mais maintenant, je comprends pourquoi. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé par là, et puis, tu vois, je suis revenue à mes premiers amours puisque j'ai retrouvé la psychologie avec la gestalt thérapie. Donc, D'accord. je ne savais pas au départ que je serais entrepreneur, mais j'étais quelqu'un, je pense que j'ai toujours eu un côté très leader, une âme de leader, hein, d'entraîner les autres, d'animer, ça c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Donc oui, ça je savais, mais je n'avais pas imaginé que je serais chef d'entreprise ou que je serais entrepreneur toute ma vie. Est-ce que tu dirais que les HP ont plus la facilité à être justement entrepreneurs ou il n'y a pas de lien? Parce que là, tu parles que pour les études, il valait mieux que tu aies un Ouais, cadre. oui. Du coup, on pourrait Alors, considérer que le salariat, c'est un cadre par rapport à entrepreneur, mhm. mais vas-y. Oui, ben en fait, pas forcément. Tu vois, j'ai écrit un article justement il y a quelque temps. Ceux qui me suivront sur le réseau le retrouveront sur un magazine des impactrices. Et sur cet article, justement, c'est ce dont je parle. Je dis que c'est pas forcément parce qu'on est HPI qu'on doit accéder à l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui disent ça, qui disent oui, oui, on est mieux à travailler seul quand on est HPI. C'est vrai que
le HPI, le profil à haut potentiel, c'est quelqu'un qui à la fois est très empathique, mais qui a toujours des difficultés relationnelles de par son émotionnel très très fort. Et forcément, en entreprise, il y a des tensions et c'est difficile de gérer les tensions quand l'émotionnel prend trop de place. Donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se mettre en retrait et qu'on préfère naviguer tout seul, comme ça on fait notre truc et puis voilà quoi. Mais moi, je connais aussi des HPI qui s'épanouissent pleinement en entreprise parce qu'ils ont trouvé le cadre dont ils avaient besoin et surtout la liberté dont ils avaient besoin. Ils ont besoin de se sentir dans un espace large, où c'est pas étriqué, tu vois, où ils peuvent vraiment aller au-delà de leur créativité sans avoir les contraintes de certaines normes, certaines rigidités. Donc ça, c'est juste, ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont tous besoin d'être entrepreneurs. Il y a des HPI qui n'ont pas envie d'être entrepreneurs ou qui n'ont pas la fibre de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que beaucoup ont envie à un moment donné de se sentir libre. Moi, c'est vrai que c'est ça qui a déclenché l'action chez moi. Je me souviens, mes premières années de salariat, il y a un truc que je supportais pas, c'est qu'on me donne mes dates de vacances, tu vois, par exemple. On te donne. Ah oui, d'accord. C'était même pas une Ah oui. proposition et un arbitrage. Non, c'était, voilà, tu es en vacances du 1er au 25 août, par exemple, et D'accord. et puis c'est comme ça et pas autrement. Et ça, c'était un truc, c'était insupportable pour moi. D'accord. Et je me souviens aussi de ces moments où je travaillais beaucoup, je me déplaçais beaucoup, j'allais d'une boîte à l'autre, enfin bref, je bossais quoi, comme beaucoup, mais par moments, j'avais besoin de souffler, tu vois, du style, une après-midi, tu as un rendez-vous, puis tu dis, bon, voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé, j'ai envie de me poser, je suis là, dans une ville sympa, je vais m'arrêter un peu, je vais aller boire un café ou faire une boutique, et puis je rentre. Et ça, c'était pas possible dans le salariat, tu vois, t'es fliqué, tu peux pas respirer. Et les HPI, ils ont besoin de temps de retrait. Et il Ouais, y en a beaucoup qui ne le savent pas d'ailleurs, qui ouais, mettent du temps à l'identifier. Et ouais. moi, j'ai mis du temps aussi à comprendre ça, tu vois, j'avais mauvaise conscience souvent quand je me prenais des temps comme ça. Et très vite, j'ai compris que j'avais besoin de ça. Et quand j'avais ma boîte, je me souviens que sur mon agenda, j'avais mes collaboratrices, collaborateurs qui voyaient ce que je faisais, où j'étais. Et parfois, je me mettais des temps de pause où je disais, là, je suis à tel endroit, je sais pas, des fois, je ne disais pas forcément, ou je mettais un truc. Et je partais toute la journée pour m'oxygéner, pour me balader. Je me rappelle, à cette époque-là, j'adorais aller passer la journée soit en Espagne, soit au Sainte-Marie-de-la-Mer, tu vois. Mais j'avais besoin de me déconnecter. C'était mon oxygène. Sinon, je pouvais pas faire ce que je faisais. Je pouvais pas être performante Mhm. comme je devais l'être, quoi. Donc Est-ce que, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les HPI. est-ce que ça revient aussi au fait qu'un entrepreneur doit prendre soin de lui, le fait de s'écouter, de se connaître? Oh que oui, bien sûr, absolument. Parce que Et souvent ça, les c'est femmes, vraiment... pardon, souvent Je les t'en femmes prie. qui se lancent, même les hommes d'ailleurs, sont à faire encore plus d'heures que quand ils étaient salariés, à se démultiplier, à être en arborescence dans tout ce qu'ils font, à pas compter les heures, ni sur les week-ends, ni pas de vacances pendant 1, 2 ou 3 ans. Euh, Absolument. Comment on gère ça pour toi, qu'on soit HP ou pas? Oui, HP ou pas HP, de toute façon, HPI ou pas HPI, je préfère le terme HPI parce que HP, HPI. ça fait un peu hôpital psychiatrique, tu Oh, vois. mais C'est pour ça que... pardon, pas HPI, tu as raison, Non, HPI. non, mais je t'en veux pas, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, C'est vrai. le haut Si on... potentiel, je dis, C'est mais le vrai, HP, je dis pas parce HP, qu'il y a cette connotation. c'est Alors, je vrai, dis plutôt HPI, tu as raison. mais voilà, ça c'est pour la blague. Le prendre Alors, soin de oui. soi. Ouais. De prendre soin de soi, c'est super important. Les gens, les entrepreneurs, et puis même les salariés d'ailleurs, mais en tout cas, quand on est entrepreneur, c'est pas parce qu'on porte des responsabilités sur les épaules qu'on doit être tout le temps à fond et pas faire attention à soi. Au contraire, pour être performant, pour être opérationnel, pour pouvoir avancer, il faut être vraiment bien en forme et c'est un équilibre. Et ça, je l'ai bien mesuré, tu vois, parce que il y a eu une période de ma vie, donc les premières années où j'ai été chef d'entreprise, quand j'avais du personnel et que on m'appelait executive woman, mes équipes m'appelaient executive woman, tu vois. Euh, En fait, je prenais soin de moi sur certains plans, mais ma vie privée à cette époque-là, c'était une vraie catastrophe, quoi, tu vois, par exemple. J'ai mis du temps à équilibrer ma vie dans tous les domaines et je pense que j'étais jeune et j'avais pas compris à cette époque-là que pour être chef d'entreprise, il fallait aussi un équilibre de vie
et que ça contribuait à l'épanouissement de l'entreprise et son propre épanouissement. Et donc, j'ai mis un certain nombre de choses de côté. Je m'occupais de moi, oui. Tu vois, chaque fois que j'avais besoin de m'aérer, je partais en voyage, je faisais du sport, je faisais plein de choses, mais j'avais des amis, j'avais plein d'activités sociales. Mais ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie affective notamment, c'était pas trop ça. Et donc ça, c'est important et je crois qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi. Il faut vraiment s'accorder des bulles d'oxygène pour se faire du bien et se dire que pour être opérationnel, il faut ça. Il ne faut pas culpabiliser à l'idée de se dire ah non, non, là, je suis partie toute la journée à Cadaqués, c'est pas bien. Hein. Eh ben si, je suis partie toute la journée à Cadaqués et ça contribue à mon équilibre et c'est ça qui fait que quand je vais revenir, je vais être à fond et que je vais pouvoir vraiment être motivé et vraiment abattre du travail, quoi, tu vois, c'était ça. Et est-ce qu'en plus de l'équilibre, ce genre de parenthèse ne te permet pas aussi d'être créatif, de déconnecter, de voir d'autres choses qui vont te permettre de faire du lien pour Si, créer des solutions ou... absolument, et c'est extrêmement le cas aujourd'hui, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, je te dirais. Oui, Je me suis bien rendu compte de ça, tu vois, parce que moi, j'ai connu une génération où il n'y avait pas les réseaux, où il y avait tout juste un ordinateur, tu vois. mm, J'ai passé des années où j'avais des assistantes qui s'occupaient de faire mon administratif, mon secrétariat, et c'était génial, j'avoue, parce que j'avais tout le temps de la créativité, tout le temps de la productivité. Ensuite est arrivé d'abord l'ordinateur et j'ai dû m'y mettre comme tout le monde et ça a changé, ça a vraiment transformé le travail. Et aujourd'hui, non content de ça, il y a les réseaux sociaux. Et bah, pour les personnes de ma génération, je pense que beaucoup me comprendront, bah, il faut du temps pour s'accoutumer à ces méthodes et à cette façon de travailler qui n'est plus la même. Et justement, tu vois, quand je réalise tout ce que j'ai réalisé par le passé, mon expérience et mon parcours d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, eh bien, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai le sentiment que ces dernières années, je travaille beaucoup plus qu'avant en d'accord. termes de temps. Et ça, j'y suis attentive parce que l'une de mes spécialités et l'un de mes dadas, c'est le rapport au temps, parce que les HPI, ils ont un rapport au temps assez particulier. J'ai fait une super classe là-dessus il n'y a pas longtemps. Tu vois, c'est vraiment important de voir comment on répartit son temps parce que moi, si je me laisse aller, je travaille énormément entre le boulot tel qu'il est, ce que j'ai à produire et tout ce travail autour, donc au niveau des réseaux, au niveau de la communication, au niveau de l'administratif qui aujourd'hui n'est plus pareil. C'est énorme, énorme. Et je me suis rendu compte que depuis le confinement notamment, puisque ça a accéléré encore ce Mm, changement, mm. je travaillais beaucoup trop. Et là, je suis en train de vraiment faire le nécessaire, d'où la délégation aujourd'hui qui prend plus de place dans mon activité pour pouvoir réguler tout ça parce que je me suis rendu compte que non, non, c'était pas possible et qu'il fallait que je continue à garder du temps pour moi et garder mon équilibre et mes activités et tout ce qui me fait du bien, mes cours de pilates, mes marches dans la nature, tu vois, ça c'est vraiment important. Voilà, surtout quand on travaille toute la journée dans l'ordinateur, comme Ouais, c'est assez souvent le cas pour moi. ouais. Ça veut dire que toi, les principaux obstacles que tu as dû dépasser et que tu as encore à dépasser, c'est préserver cet équilibre vie pro, vie perso, et c'est Oui, savoir t'organiser en termes de gestion du temps par rapport à toutes les activités que tu as, parce que tu en as beaucoup, et effectivement, en plus, pour un oui, entrepreneur, se rajoutent tous ces aspects administratifs, juridiques, oui, comptabilité, etc. c'est ça. Tu vois d'autres obstacles auxquels il faut faire attention quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit ton expérience de ton entreprise avec du management, que maintenant en Mhm. profession libérale avec de la délégation à peut-être plus de freelance que du salarié, j'imagine. Oui. Alors, je dirais que ce à quoi il faut faire attention déjà, c'est de savoir bien s'entourer. Savoir bien s'entourer des bons professionnels déjà pour se faire aider, hein, que ce soit le juridique, le comptable, l'administratif, la communication, etc. Donc ça, c'est important de vraiment savoir bien s'entourer. Et puis, comme je le disais déjà, de savoir se libérer des temps de pause, de mouvement et surtout pour l'activité physique. Et notamment chez les HPI. Je pense que c'est valable pour tout le monde, mais notamment chez les HPI qui ont tendance à rester beaucoup dans leur tête Mhm. et qui peuvent rester des heures à travailler
travailler sans se rendre compte qu'ils ont aussi un corps. Et je parle pour moi aussi, hein. Donc, moi, je m'oblige régulièrement avec des alertes, tu vois, pour me dire, donc là, maintenant, tu vas marcher, tu vas bouger, tu vas faire autre chose parce que, Ok. voilà, quoi, faut bouger un peu. Alors, bon, ça m'est facile parce que ça me plaît, mais je m'oblige quand même à tout ça et j'invite tout le monde à être attentif à ça. C'est vraiment hyper important de se donner des temps pour l'activité physique et se déconnecter. Puis comme tu le disais très justement, et c'est ça que je suivais tout à l'heure dans mon idée, d'avoir ces temps de déconnexion qui vont accélérer notre créativité. Parce que si on est trop la tête dans le guidon, la créativité, même si on est HPI et qu'on a tendance à penser plus que les autres, la créativité, elle peut s'étouffer quand même si on n'y est pas attentif. Donc, se donner des temps de pause où il n'y a rien, où on va marcher, où on va s'oxygéner, où on va faire ce qu'on veut, on va se faire plaisir, on va rencontrer des gens, ou lire, enfin, on fait ce qu'on veut, mais autre chose, ça, c'est capital, oui, je crois. Mm. Est-ce que tu dirais que de ton expérience, tu as dû développer des qualités différentes du salariat? Alors, des qualités différentes du salariat, d'abord le travail sur soi, je Ok. crois. On en parlait tout à l'heure. Pour toi, il faut se Ouais. développer personnellement quand on est entrepreneur, Oui. plus en tout Oh, cas. oui. Toi, quand Oui. tu parles de la gestalt thérapie, elle est arrivée pendant le salariat ou l'entreprise? Alors, la Gestalt thérapie elle est arrivée quand j'ai créé ma société, en fait. D'accord. En cours de route, je sais pas, ça devait faire 4 ou 5 ans que j'avais créé ma société. Quelqu'un est venu me voir en me parlant d'un groupe pour entrepreneurs, un groupe de développement personnel, tu vois, à cette époque-là, c'était comme ça, et c'était sous le couvert de la maîtrise de soi, la gestion du temps, la gestion du stress, il y avait plein de choses là-dedans, et on me proposait de rejoindre un groupe d'une dizaine d'entrepreneurs et cadres dirigeants de grosses entreprises, et de partager avec eux sur une année une réunion une fois par mois. Et j'y suis allée, bien sûr c'était en présentiel, hein, parce qu'il n'y avait pas le distanciel à cette époque-là. Et C'était bien aussi. ouais, c'était bien aussi. Et c'était une super expérience. Et c'est là que j'ai découvert la Gestalt thérapie, puisque c'était animé par des Gestalt thérapeutes. Et ça Et t'a là, fait découvrir aussi le développement personnel ou tu avais déjà des notions de développement personnel, des lectures, etc. alors, j'avais eu l'occasion d'être accompagnée, je ne sais plus à quelle époque, pendant que j'étais salariée. Il y a eu un moment dans ma vie où je m'étais mariée très tôt, j'ai divorcé très vite. Donc, j'ai eu une étape comme ça où j'ai eu besoin d'être accompagnée. C'était avant de créer ma société. Et là, donc, j'avais eu mes premières expériences d'accompagnement avec un psy et j'avais trouvé ça chouette de s'interroger sur qui on est. Puis voilà, je crois que j'ai toujours aimé quand même, tu vois, j'adorais la philo, par exemple, en terminale, la D'accord. philo, j'étais la meilleure. Donc, ça, et le français et les langues, c'était mes trucs prioritaires. Et donc, j'ai toujours eu envie, tu vois, de me questionner. Donc, ça me plaisait beaucoup. J'aimais l'histoire des gens, j'aimais l'histoire des autres. Voilà, comme je dis souvent, j'ai le goût des autres et je crois que je l'ai toujours eu. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'habitait, quoi. Et à partir de là, cette expérience-là m'a amené à vraiment aller au-delà de ce que j'imaginais et de m'interroger sur ce que c'était. Je me souviens, c'était la période où Paulo Coelho avait écrit L'Alchimiste. Donc, tu vois, c'est pas hier pour ceux qui suivent. Et donc, ça a été un déclic pour moi vraiment de me dire, ah ouais, c'est intéressant, tout ça, ça me plaît. Et puis, j'ai lu un livre qui est un livre d'un écrivain peu connu, un personnage peu connu. Il s'appelle Bernard Monteau. Et il a dû faire 2 bouquins, je pense, hein. Et le premier qu'il a écrit, c'est César l'éclaireur. Alors, si vous le retrouvez, je vous le recommande. C'est une belle histoire où vraiment il est question d'authenticité et d'essentiel dans la vie. Et c'est ça qui a été un déclic pour moi de me dire, je veux accompagner des gens. Et D'accord. là, pendant que j'étais donc dans cette expérience de chef d'entreprise, eh bien, j'ai eu l'occasion de connaître ces gens qui animaient ces stages. Et puis, j'ai continué, j'ai fait d'autres stages avec et j'ai entamé ma psychothérapie avec une gestalt thérapeute. Et à un moment donné, dans mon parcours, elle m'a dit, ben écoute Magali, toi qui veux changer quelque chose à ton boulot, là où tu en es, tu vois, je me questionnais comment je pourrais faire évoluer, etc. J'imaginais faire de nouvelles formations en développement personnel plutôt que de rester dans la partie commerciale et relationnelle.
Et elle m'a dit, bah, pourquoi tu ne te formerais pas en Gestalt? Et moi, Gestalt, comme on dit chez moi, Kesako, c'est quoi ce mot? Et j'ai découvert un univers fabuleux où, en fait, ben oui, la Gestalt thérapie, c'est un courant de psychothérapie humaniste qui est né dans les années 50-60 et qui laisse une place immense à la relation. C'est vraiment la thérapie du contact, on l'appelle la thérapie du lien. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a plu parce que dans les quelques expériences que j'avais eues jusque-là, tu vois, d'accompagnement, j'avais été accompagnée par quelqu'un en psychosynthèse, j'avais été accompagnée par quelqu'un en analyse transactionnelle, donc en sophro, j'avais connu quelques courants comme ça. Là, c'est quelque chose qui considérait l'individu et considère l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire que on considère à la fois l'esprit, le cœur et le corps. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça devient courant parce que tous les nouveaux courants dont on parle se sont inspirés de ça. Mais la Gestalt thérapie a été très novatrice et vraiment la première à présenter les choses comme ça dans ce que j'ai découvert moi. Et ça m'a plu parce que je me sentais pas limitée, justement, tu vois. Quand j'allais dans des accompagnements différents, j'avais l'impression que j'étais mise dans un cadre et que la personne qui m'accompagnait cherchait dans quelle case je rentrais. Et moi, je rentrais pas dans des cases de toute façon. Et puis, ça me plaisait pas de rentrer dans des cases. Et avec la Gestalt thérapie, tu te sens pas du tout rentrer dans des cases parce que l'intérêt, c'est que la personne qui t'accompagne en Gestalt thérapie, le Gestalt thérapeute, va venir chercher, rejoindre la personne là où elle est, avec ce qu'elle est et non pas chercher à la mettre dans un cadre ou dans un autre, mais aller dans son univers à elle, vraiment la rejoindre avec tout ce qui la constitue, du cœur, du corps et de l'esprit, et vraiment chercher à créer des passerelles et à créer ce contact, ce plein contact, comme on l'appelle en Gestalt. Il y a le pré-contact, le contact, le plein contact, le post-contact. Et ce plein contact, là, on appelle ça, il y a la frontière contact. C'est cet endroit où on va vraiment se rencontrer. Et je crois que c'est cet endroit où on peut parler de la vulnérabilité, tu vois, où on va D'accord, toucher à ça. Voilà. d'accord. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce que je me suis révélée à moi-même par la Gestalt thérapie. J'ai vraiment entrepris un chemin où je sentais que j'étais sur le bon chemin. Et j'ai décidé de me former. Voilà, je me suis formée, je suis devenue Gestalt thérapeute, c'est 5 années de formation. Et puis ça ne finit pas parce que toute la vie, j'ai continué à me former et je continue encore aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui fait mes fondements dans tous mes accompagnements. C'est vraiment ça ma référence. Et est-ce que tu l'utilises pour ton propre compte en tant qu'entrepreneuse? Par exemple, on parle beaucoup des émotions très hautes et très basses qu'un entrepreneur peut connaître, plus que dans le salariat, selon les postes dans lesquels on est, évidemment. Oui. Est-ce que la Gestalt t'aide, toi, pour te gérer dans ces aspects-là, ou d'autres d'ailleurs que l'émotionnel? Oui, et je crois que je ne m'en rends plus compte. Tu sais, c'est comme quand on apprend à conduire. Les premières leçons de conduite, tu te demandes comment tu vas faire pour tenir le volant, regarder ici à droite, les vitesses, les pédales, tu t'en sors pas. Puis un jour, tu conduis comme tu respires et tu sais même pas comment. Mm. Et ben, la Gestalt, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un apprentissage de l'être. C'est un apprentissage de la relation. C'est un apprentissage de comment trouver son authenticité. Tu vois, Ok. et vraiment, à partir de là, bah, il y a vraiment des étapes et il y a un jour où vraiment tu sens que tu es toi-même et que tu peux te dévoiler aux autres. Et moi, le HPI, quand il est arrivé là-dessus, ça a été la clé de voûte de tout ce travail que j'avais fait en Gestalt thérapie. C'est vraiment ça qui m'a permis de mieux comprendre. Je me disais, tu vois, j'ai fait du travail en Gestalt thérapie, j'ai évolué dans ma vie, j'ai réussi à trouver l'équilibre, j'ai réussi beaucoup de choses grâce à ce travail-là. Oui, j'ai atteint une certaine forme d'épanouissement dans ma vie. Je suis maman, je suis heureuse dans ma vie de couple et de famille et professionnelle. Tout ça, c'est pas venu tout seul, tu vois. C'est du boulot d'arriver jusqu'à soi. Mm, mm. Et vraiment, je peux mesurer aujourd'hui, bon, je peux me le permettre, hein, je dis ça sans prétention, parce que j'ai 59 ans aujourd'hui, donc je pense que, tu vois, j'ai quand même un peu de recul, et je me rends compte comment d'année en année, tout ça s'est posé, tout ça, ça a été précieux, et aujourd'hui, le HPI, c'est venu vraiment ouvrir ma conscience de ma différence. Et la Gestalt, c'est aussi axé sur l'audace. Elle a ça de plus par rapport aux autres courants de psychothérapie. Elle pousse à l'audace et à la créativité. D'accord. Et
Vraiment, tout ça s'est rejoint. Pendant des années, je me suis sentie dans un clivage, tu vois, de oui, mais tu vas en entreprise, tu es dans ce milieu-là, et puis tu accompagnes les particuliers. Alors, comment dire à l'entreprise que tu es, à l'époque, on disait psychothérapeute, après les statuts ont changé, je suis psychopraticienne, gestalt thérapeute, enfin bref, tu vois, j'étais complètement perturbée dans toutes ces identités et j'avais du mal à trouver mon unicité. Aujourd'hui, c'est bon, quoi. C'est tout ça, c'est réuni. Voilà, je sais où je suis et qui je suis. Je sais que j'accompagne les personnes à s'épanouir et à aider les autres à s'épanouir. Voilà, en clair. Très Et bien. Et à à toi oser leur continuer. différence. Oui, et toi, à aussi osé être différente dans plein de choses. Finalement, là, C'est tu me ça. parlais de ton logo et qui rejoint tes lunettes. C'est Ah accepter oui, ta différence. Vas-y, raconte la petite anecdote. Vas-y. oui, oui, tu me demandais, je te disais que mon slogan, c'était osez faire votre différence. Et bien sûr, oui, d'abord, je peux préciser que ma position par rapport au HPI, c'est de dire que moi, tout ce travail m'a conduit à la différence. C'est-à-dire que quand j'ai découvert tout ce travail sur les HPI, oui, le HPI, on le met en avant, ok, mais c'est pas une race protégée, tu vois, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté et accompagner, oui, bien sûr, mais tout le monde a besoin d'être accompagné. Et pour moi, la découverte de ce haut potentiel, ça a été d'aider les gens qui en ont besoin parce qu'ils ont un fonctionnement cognitif différent des autres et qu'ils ont besoin d'être aidés, bien sûr. Mais ça a été pour moi la révélation de la différence et assumer ma différence et accueillir ma différence. J'ai grandi avec des tas de choses autour de moi qui m'ont fait apprendre ce qu'était la différence et l'accueillir, mais je n'avais pas mesuré à quel point c'était présent pour moi. Et donc, la révélation de ce haut potentiel m'a permis ça et m'a permis de me dire que mon message et ma mission, c'est vraiment ça, c'est d'aider les gens à accueillir la différence, à accueillir leur propre différence et celle des autres. Et c'est dans ce sens que le haut potentiel m'a ouvert, tu vois, des portes et transformé ma posture. Et c'est à ça que j'aide aujourd'hui les gens que j'accompagne, d'une part, et les professionnels que je forme pour leur apprendre à accompagner les HPI. Donc, les professionnels de santé, les professionnels, je crois que j'en ai déjà parlé, hein, des ressources humaines, du management, de la Les santé, enseignants. de la Tu as psychologie, aussi des cité les enseignants enseignants. aussi, c'est ça. Toutes les personnes qui sont amenées à accompagner des gens. Donc, oui, il y a cette différence-là qui a émergé pour moi, tu vois, et qui vraiment a contribué à m'amener à mon unicité. Et j'ai un logo depuis 20 et quelques années, depuis que je suis passée de la société donc à mon activité libérale, tu vois, depuis que j'ai transformé et que D'accord. j'ai arrêté tout ce C'était qui pas le était logo du call center. non, pas du tout. D'accord. Ok. Il y avait déjà un carré à l'époque du call center. Ah, C'est marrant. c'est Oui, oui, vrai? oui, je me souviens, ma boîte s'appelait Ligne et Contact et il y avait un logo avec un carré et un trait. Mais il n'y avait pas de rond, tu vois. Ben, j'ai mis de la rondeur. Et aujourd'hui, et depuis 20 et quelques années, la personne qui a cherché mon logo, qui est vraiment un spécialiste, m'a fait un logo avec un rond et un carré face à face, le rond orange, le carré gris, et un sourire qui les relie. Et je crois qu'il avait vraiment, vraiment vu, alors que moi, j'avais pas encore vu cette notion de différence. Lui, il l'avait vu dans mon activité, tu vois, puisque j'en étais encore aux prémices de ce que je fais aujourd'hui. Et lui, il avait vu ça. Et ce logo m'a suivi et me suit encore, à la fois par les couleurs qui sont le gris et l'orange, qui illustrent bien la sage et la rebelle, tu vois. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'âge et la découverte de mon profil, je vais davantage dans mon côté rebelle et c'est au service de tout le monde aussi. Et en fait, oui, pour la petite histoire, c'est que j'ai changé de lunettes il n'y a pas longtemps parce que j'ai perdu mes lunettes dans un séminaire à Paris. Et pour ne pas le citer, c'était la NBS. Ah, vas-y. On y était en même temps alors. Voilà, je crois qu'on y était. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas rien cette histoire d'avoir perdu ses lunettes. Ça m'était jamais arrivé. Je me suis dit, il y a un truc qui doit changer là. Il faut vraiment que je change quelque chose. Et j'ai donc changé mes lunettes par la force des choses. Et j'ai trouvé ces lunettes avec un côté rond et un côté carré. Et quand j'ai vu ça, je dis, waouh, ça c'est pour moi, c'est mon logo. Et puis je porte la différence jusqu'au bout de mon nez. Mm, Donc ça m'a plu. Voilà, c'est ouais. ça, la petite histoire. Et en tant qu'entrepreneur, il faut accepter sa différence et son authenticité aussi. Donc,
La symbolique, elle est là aussi. La symbolique, elle est là. Complètement, puis cultiver sa différence, vraiment, cultiver sa différence. Mais effectivement, savoir s'entourer, savoir être soi, savoir aller dans son authenticité et travailler sur soi, parce que on a du monde autour de nous, on a des gens à accompagner. Bon, après, ça dépend de son activité aussi, mais je crois que c'est important de toute façon, moi, je suis convaincue que tout le monde a s'interroger sur qui il est. Alors, il y a des gens qui le font pas et qui sont très épanouis et très heureux dans leur vie et toute leur vie, et c'est très bien. Mais je crois que quand on découvre qui on est et quand on prend le temps de ça, c'est un tel cadeau. Pour moi, c'est le cadeau de la vie, quoi. Souvent, en reconversion, on a l'impression que c'est pas important de savoir qui l'on est quand on se Mm. reconvertit en entrepreneuriat. Et du coup, on va investir plein de formations comptables, juridiques, administratives, le logo, etc. Et en fait, l'accompagnement de sa personne pour être sûr que ce nouveau métier, cette nouvelle activité, elle est pour nous, c'est laissé de côté. Est-ce que toi, tu dirais que c'est une faute professionnelle pour un entrepreneur? Ou est-ce que effectivement, on peut commencer 1, 2, 3 ans à se lancer comme ça, on essaye les choses? Comment tu vois les choses, C'est Magali? c'est carrément une faute professionnelle. Tu as raison, je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est exactement ça. Je crois que c'est vraiment prendre un risque de ne pas aller sur ce chemin-là, notamment quand on est chef d'entreprise, mais c'est carrément un risque à prendre parce que tu vois, dans toutes ces tâches qu'on a à suivre, comme tu dis, la partie juridique, la partie comptable, enfin tout ce qu'on a besoin de savoir et de faire autour d'une entreprise, euh, il y a une partie de soi. Et quand cette partie de soi, on la relie, mais c'est formidable. Tu vois, moi, j'ai aujourd'hui trouvé une comptable. Elle est plus qu'une comptable parce qu'elle me connaît, parce que je me connais, parce qu'on a eu un échange depuis quelques années qui fait que dans la façon dont elle m'accompagne, il y a une part de moi, il y a une part d'elle, bien sûr, mais tu vois, il y a tout ça qui se rejoint. Et je crois que si je ne me connaissais pas suffisamment et que je ne lui fasse pas part de ça, elle n'aurait pas la même forme d'accompagnement, elle n'aurait pas la même ouverture qu'elle a avec moi et les mêmes conseils. Et vraiment, c'est précieux de savoir qui on est dans tout ce que l'on fait, parce qu'après, il y a une harmonie et c'est ce qu'il faut trouver. L'équilibre de l'entreprise qu'on crée, c'est cette harmonie. Et si on arrive à la faire durer, c'est parce qu'on est en harmonie. Mm. Sinon, si on n'est pas en cohérence avec soi-même, Mm. ça va pas. Si tu lances une entreprise mais que tu l'incarnes pas parce que tu te connais pas assez et qu'en fait il y a un décalage entre ce que tu fais et ce que tu es, ça va pas durer longtemps. Des fois, il y a une envie de faire, peut-être inconsciemment, une sorte de copier-coller de ceux qui ont l'air de marcher à côté de nous. Moi, j'ai Hein. l'impression, toi, tu es entrepreneuse depuis plus longtemps que moi. Moi, j'ai l'impression que depuis le confinement, on achète moins un produit ou un service, on achète plus la personne derrière. Est-ce que tu le Alors, sens, ça? je dirais que ça a toujours été le cas. D'accord. Pour moi, ça a toujours été le cas, sauf qu'aujourd'hui, ça se voit plus parce qu'il y a les réseaux et qu'on communique beaucoup plus. Ok. C'est plus en lumière à cause de ça. Voilà. D'accord. C'est ça. Parce que moi, j'ai vécu des années où on prenait sa mallette et on allait toquer aux portes et on en prenait des rendez-vous et on allait voir les gens. Donc, on transmettait qui on était dans les Mm. rendez-vous, comment j'ai eu des gros contrats avec des boîtes prestigieuses parce que je suis allée, moi, au contact et que j'ai créé des liens avec des personnes et que ça a matché, quoi. Tu vois, Ça matchait c'est... parce que tu étais déjà authentique, Magali? Si tu te Alors, rappelles. j'étais certainement pas authentique comme je l'étais aujourd'hui, mais je crois que je suis dotée d'une capacité relationnelle, malgré moi, c'est comme ça, je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est un peu la potion magique, hein. Donc, tu montres J'ai, quand même qui tu es. Si tu je as, si, montre qui je suis, mais je pense que j'aurais été tellement meilleure si je savais tout ce que je sais aujourd'hui. d'accord. Tu vois. Ok. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand les gens achetaient mes contrats, ils m'achetaient moi. Ils Ok. avaient confiance parce qu'il y avait une qualité relationnelle qui s'installait. Mais je ne savais pas tout ce que je savais aujourd'hui. Je te dis, je pense que ce serait beaucoup plus puissant. Si tu y repenses, il y a des contrats que tu aurais eus si tu étais tel que tu te connais maintenant? Oui, je pense qu'il y a certaines personnes avec lesquelles, comment dire, le contact était peut-être un peu plus difficile ou peut-être je me suis laissée impressionner, tu vois, et où j'ai peut-être pas donné le meilleur de moi-même. Ouais, ça a dû arriver, ça a dû arriver, ça a dû arriver. Ouais, Donc, je pense. l'authenticité peut faire remporter des marchés, avoir des clients Ah plus oui, ça c'est faciles. certain, ça c'est certain, tu vois, mais je crois que bon, j'étais jeune et il y a eu des situations dans lesquelles je me trouvais avec des grands chefs d'entreprise qui pouvaient être mon père et Ouf. j'étais un
peu mal à l'aise, tu vois, mais même si j'essayais de pas le montrer et que ça m'a pas empêché d'avoir certains contrats dans le même contexte, il y en a peut-être certains où, voilà, tu vois, j'ai été un petit peu pas Alors assez. la jeunesse et la maturité, je suis d'accord. Mais Mm, effectivement, quelqu'un qui se... Alors moi, c'est essentiellement des gens en reconversion, je pense, qui nous écoutent. Donc mm, c'est des gens qui sont par définition plus tout à fait jeunes, au moins la mm. trentaine, je dirais, 30, 35 ans. Et du coup, il y en a certains qui voilà, vont dire, bah, ça, ce produit me plaît, cette activité, ce service, j'ai envie de le donner. Du coup, celui d'à côté, ça marche comme ça, je vais copier-coller comment il fonctionne, son slogan presque, ses couleurs presque, et je me présente comme si j'étais ce concurrent, en fait. Et Non, alors, mm. vas-y. Ouais, ouais, ouais. Non, vas-y, je te laisse terminer. Non, non, vas-y, Bon. c'était juste pour enclencher. Non, je pense que ce que l'on a à vendre, il faut vraiment l'incarner, il faut vraiment le ressentir. Le ressentir, et en Gestalt, c'est vraiment ça qu'on travaille, hein, c'est le ressentir. Alors, si vous n'êtes pas en phase avec le produit que vous avez à vendre, vous allez le sentir et je vous invite à le sentir, à être attentif aux signes de votre corps et de commencer quand vous en parlez, commencer quand, tu vois, moi je me souviens mes débuts, quand je vendais des formations ou des actions de marketing téléphonique, mais ça me faisait vibrer, j'adorais ça, c'était un truc que je découvrais, que je maîtrisais. Je crois qu'il faut se sentir légitime quand même pour démarrer, même si on n'a pas une grosse expérience, il faut sentir qu'on a fait le parcours nécessaire pour vendre ce que l'on a à vendre, qu'on sait de quoi on parle. On va pas vendre des choses qu'on ne connaît pas, mais bien sûr, après, on fait son expérience au fil du temps, hein, c'est normal, mais se sentir légitime ou en tout cas avoir creusé son sujet et sentir que ça fait du sens pour soi, sentir que ça nous plaît. On peut pas vendre des choses qui ne nous plaisent pas et c'est pas parce que le voisin vend je sais pas moi, des coques de téléphone et que il gagne beaucoup d'argent et qu'on veut faire pareil, que ça va marcher pour nous. Ça marchera peut-être un temps, mais ce qui compte, c'est sentir ce dont on a envie et ce qui nous fait vibrer. Il y a des gens qui peuvent vendre des chaussures, des fringues, il y en a qui peuvent faire de l'élevage d'escargots. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais à partir du moment où ça lui plaît, ou que ce qu'il est en train de faire lui plaît, ou le fait simplement de vendre ce qu'il a à vendre lui plaît, tu vois, Mm, que ça crée du lien, il faut mm. qu'il trouve quelque chose qui le fasse vibrer, tu Être vois. dans la joie, oui. Mm, C'est ça. Et ça, tu le sens dans ton corps. mm. Quand tu n'es pas dans quelque chose qui te fait vibrer, ton corps, il commence à te le dire. Et moi, je l'ai vraiment senti ça quand j'ai transformé mon activité. Quand je suis passée de ma société au libéral, c'était vraiment pour transformer le contenu de mon activité. Je voulais arrêter la sous-traitance d'appels, tu vois, où j'embauchais des gens pour faire des missions, etc. Ce qui était beaucoup plus qualitatif que ce que ça l'est aujourd'hui, je précise, hein, parce que ce métier-là a tellement changé que waouh. C'est ça. Donc à l'époque, c'était vraiment des qualitatifs. On appelait des clients, c'était ciblé, on faisait pas n'importe quoi. C'était vraiment super étudié. On respectait une déontologie. On n'appelait pas les gens à n'importe quelle heure. C'était vraiment super cadré. Et j'ai vraiment de beaux souvenirs de cette expérience-là. Moi, j'avais connu ça pendant mes études. C'est comme ça que j'ai été embauchée dans cette société au départ. Et puis ensuite, j'ai créé la mienne. Et donc, tu vois, quand j'étais dans ce changement-là à la fin de ma société, je sentais en moi, il y avait des trucs, j'avais souvent mal au ventre, des maux de dos, des choses qui arrivaient comme ça. Je me disais, bon, pourquoi ça arrive? Et il y avait un truc qui était décalé, il y avait quelque chose qui était plus en phase. Il fallait que je passe à autre chose. Donc, j'ai arrêté cet aspect-là. Je me suis consacrée à la formation et à l'accompagnement et j'ai laissé tomber la partie sous-traitance. Et là, tout de suite, bah, c'est devenu plus fluide et ça s'est fait. Voilà. Le corps parle en premier. Le corps parle beaucoup, oui. Si on est capable de l'écouter, le corps parle toujours le premier, j'en suis convaincue. Et alors, comment tu distingues, s'il y a une distinction, euh, la petite voix, l'intuition et le corps? Comment tu écoutes et qui tu écoutes? Qui tu dois écouter? Moi, je crois que c'est un tout, hein, c'est un tout, mais ne pas négliger des sensations corporelles ou quelque chose qui se passe à un moment donné, tu vois. Il y a souvent un lien avec ce qu'on est en train de traverser. D'accord. Bon, après, ça s'explore, ça se travaille, et ça s'accompagne, faut aller voir. Mais je crois qu'on l'écoute pas assez, notre corps. Et bien souvent, si on prend le temps de respirer, ne serait-ce que ça, Oui, c'est ne vrai. serait-ce que respirer, allez, 2 fois par jour, quelques minutes, respirer intensément. Mm. Moi, j'ai un rappel sur mon téléphone, tu vois, pour éviter ça.
Bonne idée. C'est quelque chose à Bonne quoi idée. je suis Ouais. très attentive de prendre des temps une grande inspiration, mais tu vois, longue, 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 longue. Et puis tu expires Mm. lentement, lentement, lentement. Ça paraît bête comme ça, mais quand tu es speed et que tu es entrepreneur, tu dis, oh là là, mais je perds du temps, je perds du temps, je perds du temps. Mais non, Non, tu tu vois, viens de t'oxygéner le cerveau et le corps, en fait. C'est ça qui est c'est bien. Ouais. ça. C'est vrai, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Et prendre cette respiration pendant un temps vraiment donné, de se dire ne serait-ce que c'est quoi 5 minutes dans ta journée, quoi. Mm, C'est quoi? mm. De faire vraiment ces grandes respirations. Alors on peut parler de cohérence cardiaque, on peut parler de ce qu'on veut, mais même si on n'a pas fait toutes ces techniques, juste respirer longtemps, longuement, tu vois, et plusieurs respirations comme ça, et sentir dans ton corps tout ce qui se passe, Mm. d'être attentif à où ça se passe, les sensations, les picotements, les frissons, les chauds, les froids, tout ce qui peut se passer, ou les tensions que tu peux sentir, tout. Rien que ça, c'est une connexion à soi, Mm. ça oxygène le cerveau, et forcément, ça contribue à ton équilibre. Est-ce que ton corps est en train de te parler pour peut-être encore faire évoluer ton activité? Alors, aujourd'hui, mon activité, oui, elle peut encore évoluer de toute façon parce que je crois que moi, j'apprendrai toute ma vie et j'espère parce que la vie est un apprentissage et on apprend jusqu'au bout et vraiment, je crois que j'aurai pas assez d'une vie pour mettre tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Mm. Ça, j'en suis convaincue. Euh, mais ça m'a fait perdre le fil, mais ça va revenir. Tu vois, ça aussi, Est-ce que le corps est-ce qu'actuellement ton oui, corps, voilà. comme on parlait du corps, te Oui, dit, par il y a rapport à peut-être mon une activité, évolution c'est à ça. faire? Donc, j'apprendrai toujours. Et aujourd'hui, mon corps, il va plutôt bien. Je fais beaucoup de pilates. Pour moi, c'est une ressource plus plus. 1 à 2 fois par semaine, je vais faire mon cours de pilates. Ça m'apporte énormément. Et je sens quand il se passe quelque chose qu'il faut que je m'arrête ou qu'il faut que je passe à autre chose. Tu vois, dernièrement, par exemple, j'avais une douleur là dans la main. Ouais. Et c'était une période où j'ai beaucoup, beaucoup écrit et j'étais beaucoup sur mon ordinateur à écrire, à écrire, à écrire. Et j'ai senti à un moment donné que, bon, il faut peut-être que tu arrêtes un peu ça. Tu vois, c'est des petits signes. Alors, bon, je Ouais. dis pas, ça, c'est simple, peut-être comme truc, mais ça arrive jamais par hasard. Et c'est de dire, bon, OK, là, tu vas t'accorder une vraie pause pour faire autre chose, pour couper et pour revenir à nouveau. Mon corps, il me dit que je veux continuer à faire ce que je fais parce que ça me passionne et que j'adore, mais que je dois encore un peu plus limiter mon nombre d'heures, tu vois. Ok. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'ai limité mes accompagnements individuels. J'en fais beaucoup moins qu'avant. D'accord. Donc, je réserve quelques accompagnements individuels par semaine. J'ai développé des groupes en ligne et des groupes donc pour 4 à 6 personnes, pour des privés, tu vois, des personnes qui sont en général concernées par le haut potentiel ou l'hypersensibilité. Hein, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les hypersensibles, c'est pas loin de ça. Mm. Beaucoup de HPI sont hypersensibles. Et donc, je crée ces groupes-là, et ça, c'est chouette parce que c'est intense et ça, il y a d'énormes résultats avec ça. C'est vraiment un partage, tu vois, un partage d'expérience, un partage du vécu de ce côté HPI et de comment on peut dépasser et passer à l'étage supérieur, on va dire, ou à la vitesse supérieure et dans sa vie. Et puis, donc, je forme depuis 1 an et demi, comme je l'ai dit, c'est professionnel à l'accompagnement des HPI. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais développer encore davantage parce que c'est quelque chose de passionnant avec des retours formidables. Les gens aiment faire ça et apprécient le contenu de la formation qu'on leur a préparé avec Emmanuel. Et donc, c'est ma façon de contribuer au soutien et au développement de l'accompagnement de ces HPI et de l'éducation à la différence. Voilà. Et donc, dans quelques jours, par rapport à la date de diffusion de cette interview, tu lances quelque chose le 16 janvier? Oui, le dix-neuf 19? janvier, je démarre la prochaine cohorte de formation. Ça s'appelle Reconnaître et accompagner des profils à haut potentiel.
C'est cette formation qui existe depuis 1 an et demi, donc qui devait se faire au moment du confinement. On l'avait prévu en présentiel et puis finalement ça s'est pas fait, donc on l'a transformée et c'est une formation qui se déroule sur 30 heures d'accompagnement en ligne mais en direct et en présence de nous deux. Donc, on est deux spécialistes, Emmanuel Delrieux et moi-même. Donc, on accompagne les hauts potentiels, ou pas les hauts potentiels, les professionnels qui veulent accompagner les hauts potentiels. 30 heures de formation en direct. Donc, ça commence le 19 janvier, c'est étalé jusqu'au 3 février. Ce sont des sessions de 3 heures. Ensuite, il y a des séquences de suivi. Des séquences de suivi, un peu comme de la supervision. Il y a un groupe privé, le groupe Facebook, dans lequel ils peuvent échanger et puis on fait des conférences régulièrement et on leur proposera de plus en plus de choses puisque le réseau s'agrandit. C'est une formation qui peut être prise en charge puisque je suis certifiée Calliope depuis l'année dernière, donc mon organisme est Calliope. Voilà ce que je peux en dire. Et donc, ça démarre le 19 janvier 19 et il y a janvier. encore des places. Il y a encore des places. D'accord. Voilà. Donc, à la date de cette diffusion, de toute façon, tu me feras passer tous les liens utiles qui seront sous la vidéo, Oui, l'interview. Donc, comme ça, les gens pourront cliquer, s'informer et peut-être s'inscrire facilement. absolument. Et le groupe Épanouissance, c'est celui qui s'adresse aux particuliers. J'ai pas encore fixé les dates, mais je vais le lancer bientôt. Donc, si les gens me suivent sur les réseaux ou sur ma chaîne YouTube qui va démarrer, Qui va démarrer. voilà, il y aura certainement toutes les informations sur ce groupe. Épanouissance, c'est la contraction entre l'épanouissement et la puissance que chacun peut trouver en lui. D'accord. Ah, c'est Voilà. poétique, c'est bien. Ça porte plein de beaux sens derrière, en tout cas. Magali, est-ce que tu veux bien terminer ton interview par une citation, un mantra, une image, une anecdote? Alors, je n'avais pas pensé à ça, mais j'en ai plein. Alors, écoute, moi, il y a une phrase que j'aime bien de Zig Ziglar qui dit, alors attends, il faut que je la retrouve parce que chaque fois, tu vois, je la mets dans le désordre, mais c'est bien. Ce ne sont pas vos aptitudes, mais votre attitude qui déterminera votre altitude. Oh, magnifique. Ah, j'adore, j'adore. Je la garderai, celle-là. Je la garderai. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Merci pour Merci à toi. ce Merci temps. à toi de m'avoir invité, puis bonne route à tous ceux qui nous écoutent sur la voie de l'entrepreneuriat. Peut-être, ils sont en réflexion, mais peut-être ils vont y aller en t'écoutant et d'une manière très rassurante que tu as présenté l'entrepreneuriat. Donc, merci pour ce temps d'échange, Magali. Avec plaisir, merci. Et Merci à donc, toi. à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On ne sait jamais une vidéo où elle atterrit et qui peut donner peut-être un changement de vie, une bifurcation salvatrice à des gens. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien, à très vite pour la prochaine interview des créatrices de l'entrepreneuriat. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.